Merci pour cette opportunité, cher Ramon. Et cela me ramène à il y a juste un an, j'ai eu l'opportunité de participer à CNA 2024. Et à l'époque, je pense que ma contribution était aussi relative à la blockchain. Aujourd'hui, c'est plus spécifiquement Bitcoin, mais extrapolant cela, on peut discuter aussi donc de la blockchain et également d'autres technologies émergentes qui euh, complémentent et se connectent à celle-ci particulièrement. Sur les temps passants, donc les technologies spatiales, mais aussi l'intelligence artificielle, éventuellement le quantique et explorer, discuter les différentes applications pratiques de ces combinaisons de technologies innovantes dans différents segments de marché ou cas d'usage qui peuvent aller depuis l'agriculture à la finance, l'assurance, au domaine du spatial encore une fois, mais aussi au jeu, donc le gaming, et, euh, et plein d'autres cas. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment en fait préparé d'une part de présentation. J'ai envie de le faire de façon directe et informelle. Néanmoins, j'ai du matériel relatif à Bitcoin spécifiquement que peut-être je peux présenter ici via des slides. Il n'a pas été mis à jour, donc vous m'excuserez peut-être de l'information qui ne serait pas les plus nouvelles, on va dire. Mais j'ai envie de faire de cet échange, j'ai envie de faire de cette opportunité ici quelque chose d'un peu plus interactif. Donc, je vais peut-être commencer d'une part de vous donner la parole en demandant parmi vous, euh, après peut-être qu'à moi, l'information relative à ça, j'aimerais savoir quel est votre niveau de compréhension et de connaissance relative à la blockchain d'une part et à Bitcoin en particulier. Je vois qu'on est au total, je ne sais pas combien de participants, mais on est assez nombreux. Peut-être je vais poser la question directement à Amon, ce sera plus simple. Amon, est-ce que tu as une idée de quel est peut-être le niveau général de nos participants à cet appel en matière de technologies que je viens de mentionner? Et, euh, et cela m'aidera en fait de pouvoir gauger le niveau de complexité que j'aborderai. Et autre point, autre question, on va dire, que j'ai à l'esprit, c'est est-ce que l'intérêt dans les prochaines minutes se portera plus sur la partie purement technique ou alors, ce qui pour moi me paraît être un peu encore plus valable, l'utilisation de la technologie dans des cas d'usage pratiques liés à la vie réelle. Et allons encore même plus loin, peut-être le côté stratégique, c'est-à-dire comment implémenter cette technologie dans un but de développement économique, développement intellectuel, dans un but aussi de, pourquoi pas, de se préparer aux changements géopolitiques qui sont en cours. Et qui sait, si par exemple il y a des preneurs de décision, des institutionnels dans ce public ou ailleurs, pouvoir peut-être les inspirer sur ce qui peut être fait concrètement au Burkina et dans toute la région du Sahel, en mettant à profit ces technologies qui ont un pouvoir transformationnel. Donc, Amon, quelle est ton opinion là-dessus? Bien. Donc, commençons par ceci, en fait, une formation que j'ai donnée il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et donc, l'idée était de pouvoir présenter la blockchain en général et en commençant évidemment par Bitcoin, à un groupe de technologistes, développeurs, ingénieurs, mais aussi en essayant de simplifier les concepts de sorte que cela puisse être compréhensible par tout le monde. Le matériel est en anglais, car la plupart des personnes avec qui j'interagis dans la blockchain sont anglophones, typiquement Afrique de l'Est. D'ailleurs, pour cette histoire, je suis originellement de la République centrafricaine, francophone donc, mais j'ai passé mes premières années au Burkina Faso, entre 2 ans et 7 ans.
C'était à l'époque, il y a bien longtemps, de Blaise Compaoré, etc. Donc, c'était un autre monde. Donc, j'ai connu le pays des hommes intègres, j'ai connu le fin Soudan de famille, j'ai connu voilà, toutes ces choses qui, euh, qui, auxquelles je tiens beaucoup à cœur. Et du coup, avoir l'opportunité de parler 2 années d'affilée à un public basé au Burkina Faso est quelque chose que je valorise beaucoup. Je suis aussi très curieux et de grands espoirs sur la transition que le Burkina est en train de traverser. Mais au-delà du Burkina, toute la région du Sahel. J'ai aussi connu un peu le Mali et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, je pense profondément que la blockchain et le Bitcoin en particulier a un potentiel, un très fort potentiel dans ces régions, mais pour le moment très inexploré. Pas parce que la technologie est complexe, mais la complexité n'est pas une limite. Je pense que c'est plus aussi parce que la blockchain spécifiquement réveille des craintes, des hésitations, des suspicions auprès de beaucoup de gens en dehors de l'écosystème technologique, car c'est quelque chose qui est très souvent présenté sous son angle le plus négatif, à savoir un outil utilisé par les malfaiteurs, les criminels, pour subtiliser et extorquer de l'argent auprès de personnel, d'individus crédules. Mais je pourrais rétorquer que la technologie n'est pas le problème en tant que tel, c'est ce qu'on fait de cette technologie qui pose des problèmes. Un marteau peut être utilisé pour construire une maison ou pour agresser. La blockchain peut être utilisée pour transformer un écosystème, une infrastructure technologique ou pour la détruire. Ce que j'encourage, le fait de l'advocacy en anglais, donc c'est promouvoir l'utilisation positive et transformationnelle de cette technologie, en particulier dans les économies émergentes et économies en développement, car c'est celles qui, à mon sens, ont le plus grand besoin de ces solutions innovantes, radicales ou disruptives, car les options que nous avons sont limitées. Les infrastructures dont nous avons hérité après la période postcoloniale sont archaïques pour la plupart. Quand je pense à l'écosystème financier et bancaire, il date, à mon avis, de la période postcoloniale, donc les années 70, 80 jusqu'à aujourd'hui, des taux d'intérêt qui n'ont pas de sens, des limitations pour l'accès au crédit et à l'achat qui sont discriminatrices, je dirais. Et, euh, et tout ça, pourquoi est-ce que je parle particulièrement de la partie financière? C'est parce que blockchain est une technologie. Et comme toute technologie, elle n'apporte de valeur à l'utilisateur que pour que lorsqu'elle apporte une réponse, une solution à un problème que l'individu, que l'utilisateur, que la compagnie expérimente. Et en particulier dans nos pays africains, la finance, les paiements, le secteur bancaire sont, sont la première illustration, l'illustration la plus importante de l'utilisation et de l'impact de la blockchain, car nos transactions financières, notre secteur bancaire est d'une part très difficile d'accès pour la plupart des Africains, si quasiment, si pas impossible. Et pour ceux qui y ont accès, nous opérons avec des conditions d'utilisation qui sont très élevées, très chères, très complexes comparativement à celles de nos compatriotes occidentaux. Ça n'a pas de sens, à mon sens, car il n'y a pas d'explication pour laquelle quelqu'un avec un revenu plus bas, avec une financiarisation, un niveau de financiarisation plus bas, se retrouve à payer des taux d'intérêt plus élevés, à avoir des conditions d'accès à l'emprunt bancaire plus complexes ou avoir simplement pas d'accès à ce service bancaire. Et donc, la blockchain, pour moi, est un moyen de pouvoir bypasser, de contourner cette problématique en sautant, évitant le middleman, c'est-à-dire l'intermédiaire, en faisant des transactions de pair à pair, quasiment instantanées ou très rapides, avec des coûts très bas, sinon gratuits,
et en transformant chaque individu en sa propre banque. C'était la promesse faite par Satoshi Nakamoto dans son Bitcoin White Paper que je vais présenter, son livre blanc, et qui a par la suite donné naissance au mouvement blockchain et crypto que nous expérimentons aujourd'hui dans tout le monde entier, en particulier dans la discussion ici en Afrique. La blockchain n'est pas un concept nouveau. Cette chaîne de blocs a existé, a été développée il y a depuis de nombreuses années par des chercheurs et des scientifiques, beaucoup d'entre eux venant du milieu de la cryptographie, de la sécurité informatique, mathématiciens et développeurs informatiques. C'est une technologie qui remplace les protocoles de communication, les réseaux et les services en leur permettant de passer d'une infrastructure centralisée à une infrastructure décentralisée. C'est-à-dire que si le réseau est corrompu ou tombe en panne, il y a une redondance des données stockées sur chaque node du réseau qui fait qu'il y aura une poursuite de la délivrance de services. Cela a un avantage au niveau de la sécurité, bien évidemment, mais aussi la résistance, le côté antifragile du réseau. Autre chose, le côté décentralisé au niveau de la gouvernance fait qu'il y aura la possibilité de prendre des décisions en termes de consensus, c'est-à-dire qu'il y a différents modèles de consensus, de gouvernance, on va dire. Comme dans la vie réelle, il y a les modèles démocratiques, là où chaque loi est prise de façon équitable. Il y a des modèles plus autocratiques, il y a des modèles hybrides, il y a des consensus, des modèles peut-être qui sont complètement automatisés. Donc, ces modèles philosophiques, on va dire, ou sociaux, ont été répliqués et modélisés au niveau technologique pour permettre à des systèmes de choisir la façon de prendre des décisions la plus efficace en cas de crise, en cas d'attaque, par exemple, informatique ou autre. Satoshi Nakamoto, sa plus grande innovation a été de partir de ce qui existe déjà, au niveau des modèles distribués, modèles informatiques, modèles de computation, de calcul en fait informatique distribués, et de pouvoir résoudre un problème qui demeurait depuis très longtemps, qui est ce qu'on appelle le problème de double paiement, double spending problem. C'est-à-dire que lorsque on est évolue sur le Bitcoin, sur la blockchain en général, le risque est lorsqu'on fait une transaction, qu'un individu puisse repartir dans l'historique des transactions et de pouvoir faire en sorte de renvoyer une transaction à nouveau, mais cette fois-ci au niveau de notre adresse, résultant donc en jouant avec comment on appelle ça, timestamp, donc les données relatives au moment où la transaction a été faite et l'adresse à laquelle elle a été envoyée. Cela peut résulter, sans entrer dans les détails, à un risque d'envoyer deux fois un paiement à une adresse, ce qui normalement est impossible ou interdit par les protocoles de sécurité et la gouvernance implémentée sur cette blockchain. Et donc, Satoshi Nakamoto a innové en proposant le concept de proof of work, la preuve de travail, qui est un algorithme, une équation mathématique qui permet aux mineurs, donc ceux qui fournissent une partie de leur calcul, leur puissance de calcul informatique au réseau Bitcoin, de pouvoir en retour être rémunérés par leur travail. Et la preuve de travail, proof of work, est ce consensus qui permet que celui ou celle qui a fourni la puissance de calcul suffisante pour résoudre cette équation mathématique à un moment donné, typiquement après 10 minutes, sur le réseau Bitcoin, résulte donc la création d'un nouveau bloc sur la chaîne du réseau Bitcoin et donc récompensé par un Bitcoin à l'époque. C'était lorsque le premier bloc a été miné, donc créé, 2000,
au lendemain de la publication du white paper que vous voyez ici, en 2008, 2008-2009, il y a eu donc le lancement de du premier bloc et les premiers à avoir capté ce livre blanc et en ayant adopté le Bitcoin ont été les premiers à miner, donc à créer chaque bloc de ce réseau qui à l'époque ne requiert pas beaucoup de puissance de calcul car on en était encore au balbutiement de cette blockchain et donc la résolution de l'équation mathématique pour résoudre la preuve de travail et donc en tant que mineur, donc en tant on va dire, individu avec ton ordinateur ou ton data center, tu résous ce calcul, tu pouvais être rémunéré à hauteur d'un Bitcoin. À cette époque-là, un Bitcoin valait peut-être 0 ou 1 dollar ou même 10 cents, enfin 10 cents, 20 cents. Après, ça a monté 2 dollars, 3 dollars et ainsi de suite. Ce que vous voyez ici représente l'illustration d'une chaîne avec 3 blocs, chaque bloc ayant à l'intérieur, donc transcrit à l'intérieur de chaque bloc le, la clé publique du propriétaire de ce bloc, car chaque individu apportant sa contribution en matière de calcul, de puissance de calcul, a donc une clé publique, public key, qui sera donc ensuite codée, encryptée via la fonction hash que vous voyez ici. Tout cela rend le cadre d'ailleurs de cryptographie et sécurisation des transactions qui sont appliquées dans beaucoup d'autres systèmes informatiques, pas juste sur la Bitcoin. Mais la spécification de la Bitcoin et de la blockchain en général et voilà ce concept de consensus, le mécanisme de consensus pour prendre des décisions qui mènent à la création d'un nouveau bloc, le concept de preuve de travail, qui est la résolution de cette équation mathématique, dans le cas de Bitcoin, mais dans le cas de Ethereum, par exemple, c'est proof of stake, donc preuve de valeur. Et d'autres blockchains ont leur propre mécanisme de validation, de consensus, mais celui qui a prouvé sa résistance, sa résilience, son côté antifragile depuis plus de 10 ans, c'est Bitcoin. En plus des autres données dans chaque bloc, il y a aussi la signature. Donc la signature du propriétaire résulte de la clé publique, la fonction hash, et une autre donnée appelée none, donc des zéros ajoutés à cette clé pour complexifier son décryptage et rendre plus difficile pour les individus, les attaquants, de pouvoir décrypter cette clé et par conséquent de rétroactivement retrouver les informations de cette transaction. Le but du jeu étant de rendre la compromission, le hacking de cette blockchain plus compliquée possible et décourager par conséquent les acteurs mal intentionnés de vouloir compromettre ce réseau. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu à ce jour qu'une une attaque réussie de la Bitcoin, du réseau Bitcoin, et cela a été en 2016 lorsqu'il y a eu l'événement qui s'appelle le hard fork, c'est-à-dire le découplage du réseau Bitcoin entre Bitcoin, ce que l'on connaît aujourd'hui, BTC, et Bitcoin Cash. Mais depuis lors, le réseau ayant grandi de façon incroyablement rapide et grande, il y a ce qu'on appelle le prérequis d'avoir 51% de la force de calcul nécessaire pour arriver à compromettre ou à mettre en danger le réseau Bitcoin. C'est-à-dire qu'un acteur aujourd'hui, ou un individu, une organisation, pour arriver à mettre à risque le réseau tout en entier, devrait avoir 51% de la puissance totale de calcul du réseau pour n'avoir ne serait-ce qu'une chance.
de pouvoir rétroactivement inverser les transactions. Pourquoi est-ce que le concept d'inverser la transaction est important? C'est parce que lorsque tu fais une transaction de façon chronologique avec le temps, euh, imagine, imaginons que ce soit comme voyager dans le temps pour, au lieu d'envoyer 5 euros ou 5 francs CFA, 5 000 francs CFA du compte de Alice à Bob, tu envoies 50 000 francs CFA ou 50 millions ou 50 milliards de francs CFA de Alice à Pascal, par exemple. Pascal étant ton compte ou celui de ton ami ou de ta famille. Le réseau aujourd'hui ne permet pas ce genre d'effet rétroactif, mais l'idée à l'époque était pour cet individu qui a réussi à compromettre le réseau et il y est parvenu, car étant encore dans les premiers temps de la Bitcoin, le réseau n'était pas aussi solide. Aujourd'hui, cela est quasi impossible, car ces 51% équivalent en pratique à des puissances de calcul dignes de celles que l'on voit dans la generative AI aujourd'hui, donc l'intelligence générative, les data centers que l'on entend parler par les OpenAI, les Amazon, les Google. Et en termes de coût, cela équivaudrait à un minimum de 8 milliards de dollars, si je me rappelle bien une estimation d'un groupe de chercheurs. Hypothétiquement, puisqu'en pratique, si cela te coûte plus cher d'attaquer ou de compromettre un réseau plutôt que plus cher que le bénéfice que tu en tires, cela n'a pas de sens. Autre chose que Satoshi Nakamoto a aussi réussi à résoudre, un autre problème, c'est ce qui s'appelle le Byzantine Problem. C'est Byzantine General Problem. C'est un problème assez ancien dans le domaine de la cryptographie, des systèmes distribués, qui implique de pouvoir résoudre, on va dire, des situations. C'est comment préparer un système digital informatique à des attaques, des compromissions de la façon la plus efficace, tout en ayant gardé à l'esprit le côté utilisation des ressources, du temps et évidemment du coût attribué à ça. Je vous invite à lire ce concept, donc résolution du problème byzantin. Ce n'est pas nécessaire pour, d'une part, coder sur la Bitcoin, sur le réseau Bitcoin, ou pour encore plus utiliser le Bitcoin pour des applications de tous les jours ou pour des raisons juste de trading ou d'épargne. Mais pour ceux qui ont une curiosité intellectuelle en la matière, je pense que ce n'est pas du temps perdu. Ici est présenté l'historique de Bitcoin 2008, comme je l'ai mentionné, le papier, livre blanc qui est publié, 2009, le début du réseau avec les premiers minages de blocs, 2010, premier exchange, donc une plateforme d'échange où individus peuvent échanger pair à pair, mais aussi avec un intermédiaire qui, de façon assez paradoxale et ironique, centralise les comptes, comme un compte, comme une banque en fait, mais répliqué sur la Bitcoin, avec donc des sécurités accrues, le côté gestion des clés publiques et privées. Donc une expérience utilisateur plus complexe que celle d'une banque traditionnelle, mais c'est le prix à payer quand on veut, on va dire, se débancariser pour des raisons personnelles, philosophiques, pour des raisons pratiques, et en gros se donner les chances de devenir des années après, comme c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de bitcoiners initiaux, des multimillionnaires ou milliardaires en euros ou en dollars. La plupart des gens que vous voyez aujourd'hui qui sont devenus ce qu'on appelle des baleines, donc des milliardaires en euros, en dollars, grâce à leurs investissements initiaux de Bitcoin, ce ne sont pas des gens particulièrement. C'est pas qu'ils étaient plus intelligents, qu'ils étaient plus malins, qu'ils étaient plus. C'est qu'ils ont eu l'occasion de croire en un système, en une vision, qui à l'époque d'ailleurs était surtout partagé par des hackers, des personnels du milieu du monde criminel, des weirdos, comme on dit en anglais, des gens bizarres. Mais le monde, je pense, est construit par des gens qui étaient qualifiés à leur époque de bizarres,
Einstein était clairement, à mon avis, à l'époque où il était étudiant, pas vu comme l'homme le plus intelligent du monde. Au contraire, il était déclassé, moqué par ses pairs ou ses professeurs. Elon Musk, à mon avis, ne devait sûrement pas être l'homme le plus populaire de son collège ou de son université quand il s'est lancé. Donc, si quelqu'un un jour vous qualifie de bizarre, de spécial, prenez ça comme quelque chose de spécial. Évidemment, dans toute une mesure, dans une certaine mesure, évidemment. 2011, le premier Bitcoin est égal à 1 dollar. Aujourd'hui, le cours du Bitcoin est bien supérieur à 100 000 dollars. Pourquoi est-ce que cela même a une importance de lier Bitcoin et valeurs financières? C'est, à mon sens, surtout dû au fait que Bitcoin n'a pas, a priori, ça c'est mon opinion personnelle, trouvé d'utilité pratique dans la vie de l'individu, la vie de tous les jours de l'individu, autre qu'en étant une source de valeur pour une épargne. C'est-à-dire, vous voulez économiser de l'argent, vous voulez sauvegarder votre capital financier de l'inflation, des guerres, des subtilisations dans des organismes centralisés, que ce soit les organismes étatiques ou privés, eh bien, le Bitcoin a apporté cette option à des individus qui, à mon avis, étaient aussi prédisposés pour la plupart à avoir un très grand scepticisme, suspicion de tout ce qui est autorité, système centralisé. J'ai commencé comme ça à l'époque, 2016. Malheureusement pour moi, je n'avais ni le capital ni la flexibilité mentale de vouloir acheter du Bitcoin. C'est comme ça fait partie de la vie. Je me demanderais toujours qu'est-ce qui se serait passé si j'avais acheté le Bitcoin avant qu'il ne touche les 1000 dollars, mais cela ne sert à rien de ressasser le passé. En contrepartie, j'ai décidé d'approfondir mes connaissances en la matière et d'éduquer les gens, de partager la bonne parole, si je peux dire, autour de moi sur le potentiel transformationnel de cette technologie. Bitcoin n'est pas blockchain. Blockchain est la technologie sous-traitante, enfin, qui est en dessous du Bitcoin. Bitcoin est son application la plus connue, la plus puissante à mon sens, dans le domaine du paiement, domaine financier. Car si vous lisez l'histoire, dans l'histoire de nos communautés africaines depuis les temps ancestraux jusqu'à aujourd'hui, mais aussi l'histoire globale, vous vous rendrez compte que ce qui a permis l'avènement de l'industrie, du développement économique, de l'économie que nous avons aujourd'hui, et par conséquent de beaucoup d'innovations technologiques et j'en passe, a été la transition depuis le passage du côté et échange, le troc, voilà, c'est le mot que je cherchais, le troc, échange de service à service, sans intermédiaire financier, à l'avènement de la monnaie pécuniaire, la monnaie fiduciaire, fiat en l'occurrence, qui a été ensuite managé, géré surtout par des financiers, des banquiers, qui après a donné naissance au système bancaire tel qu'on connaît aujourd'hui. La monnaie fiat qui avait un objectif initial de permettre des transactions, des échanges plus efficaces que ceux que permettait à l'époque l'or, par exemple, ou en Afrique de l'Ouest, les cauris, qui étaient les moyens d'échange entre communautés, car ils avaient une importance, une symbolique qui faisait que X nombre de courriers pouvaient être échangés par tel nombre d'heures de travail ou tel individu, car on s'échangeait aussi des êtres humains malheureusement à l'époque, ou tel bien matériel. Mais cela n'était pas scalable, c'est-à-dire que c'est très difficile de pouvoir grandir en termes de quantité quand tu échanges des biens physiques qui ont un poids, qui ne sont pas facilement transportables ou échangeables. D'où le fait qu'on est passé après à la monnaie fiduciaire et après un moment donné, simplement à ce qu'on appelle des IOU, c'est-à-dire des certificats, des coupons sur lesquels sont marqués un montant qui est gardé dans un coffre auprès d'un intermédiaire financier et qui fait que les commerçants
passant de ville en ville, de pays à pays, n'avaient plus besoin de transporter leurs biens matériels, leur monnaie avec elles. Ils pouvaient les déposer dans un coffre auprès d'une institution de confiance et apporter avec eux juste ce bout de papier qui indiquait un montant et échanger, faire du commerce avec d'autres individus à base de IOU. Comme vous pouvez voir au niveau historique, nous venons très loin. Le côté, ceux qui étaient à l'époque des intermédiaires, les banques sont devenues aujourd'hui centralisées et non plus juste des intermédiaires, mais des gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui gardent la porte et donnent l'accès ou refusent l'accès aux individus, aux organisations, souvent sous des prétextes, enfin, peut-être vous m'excuserez si je vais peut-être un peu négative ou péjorative des banques, mais cela vient de mon expérience personnelle. Peut-être avez-vous de meilleures expériences. Mais l'idée étant, dans tous les cas, qu'il y a eu une surreprésentation de ces organisations et je trouve, surconcentration ou surdéveloppement de leur pouvoir qui est passé de pouvoir de développement des communautés à un pouvoir, je pense, de limitation de ce développement et d'accès de façon unilatérale et motivé par des raisons qui aujourd'hui sont très difficiles d'être objectives et subjectives. Objectifs. Ajoute à cela le côté aussi monnaie, c'est-à-dire quelles sont les monnaies qui aujourd'hui gouvernent le monde. Vous avez le dollar, vous avez l'euro, le yen, le yen chinois, mais aussi le renminbi, donc c'est la monnaie chinoise, mais aussi le yuan, non le yuan et le yen, désolé, le yen japonais, le yuan chinois, et quelques autres monnaies. Vous verrez aussi que je parle, mais des fois les slides ne correspondent pas exactement à ce que je raconte, mais parce que j'essaie de le dire un peu comme une histoire, tout en gardant évidemment à l'esprit le temps, car je n'ai pas envie de faire juste un monologue et qu'après on ait juste 5 minutes pour l'échange. Donc je vais m'arrêter bientôt, mais je voulais au moins soulever ce petit parcours historique, car surtout de façon intéressante aujourd'hui, en ces temps de développement de l'intelligence artificielle très accéléré. J'ai écouté un entretien d'un docteur médical français, un médecin, qui a écrit un livre récemment et qui disait de façon provocatrice aux gens de ne pas étudier à l'avenir. C'est une façon provocatrice. Évidemment, il ne veut pas dire ça, mais il veut dire en gros que l'intelligence artificielle accélérant tellement vite, il est très important d'identifier quels sont vos points forts, de vos avantages, et de pouvoir investir là-dessus en termes de temps, de ressources. Typiquement, l'histoire, par exemple. Et il deviendra de plus en plus important à l'avenir, car il est très difficile de visualiser, de se projeter dans le futur si on ne sait pas d'où on vient. Et je pense en particulier l'histoire africaine, qui, je ne sais pas pour vous, mais de là où je viens, elle nous a un petit peu été, pas subtilisée, mais cachée, mise de côté, effacée en partie. Il est très important de savoir comment fonctionnaient les communautés avant la colonisation et peut-être même durant la période de colonisation. Quels étaient les systèmes d'échange de valeurs, échanges financiers, quels sont les modèles de collaboration qui fonctionnent à l'époque. Car aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons face à des défis pour lesquels les méthodes que nous avons toujours utilisées pour résoudre ne fonctionnent plus, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir des résultats différents en appliquant la même méthode, comme disait Einstein. Et donc, par conséquent, des fois, repartir dans l'histoire, observer autour de nous peut-être des modèles annexes, alternatifs, que ce soit des modèles inspirés par les hommes, les humains, mais aussi des modèles peut-être même naturels, de la biologie, de la nature, peuvent nous inspirer à avoir des solutions à des problèmes qu'on les complémente évidemment par des méthodes mathématiques et de la technologie. Typiquement, j'étais en discussion avec des personnes de la blockchain au Kenya récemment et je leur présentais comment, en utilisant un algorithme qui s'appelle Ant, un algorithme comment ça s'appelle je ne sais pas le nom en français, mais en gros, c'est utiliser les dynamiques
comportementale des communautés, des insectes tels que les fourmis ou les abeilles, comment elles interagissent entre elles, comment elles travaillent entre elles en société, modéliser cela, simuler cela en utilisant une puissance de calcul un petit peu supérieure, mais pas non plus extrêmement puissante, pour par la suite répliquer ce modèle dynamique de système complexe à nos systèmes financiers, par exemple, ou à nos sociétés. Le but étant de répondre à cette question, comment créer des systèmes résilients, des systèmes antifragiles. Bitcoin étant l'un des systèmes les plus antifragiles qui existent, car il a résisté aux attaques de hackers, pirates informatiques, résister à des attaques de mettre à terre le système distribué qui le gère. Aujourd'hui, les montants ils sont stockés sur la Bitcoin, donc bénéficient de ces atouts, non seulement sécurité accrue, une valeur du Bitcoin qui a accru avec le temps, en grande partie dû à la spéculation, évidemment, mais aussi de par le modèle économique qui le sous-tend, qui est un modèle basé sur la déflation. Nos modèles économiques construits sur les monnaies fiat sont des modèles inflationnistes, c'est-à-dire, grosso modo, la valeur des biens la valeur des biens n'augmente pas avec le temps, mais le prix des biens augmente avec le temps parce que la valeur de l'argent déprécie avec le temps. Et c'est un concept un petit peu contre-intuitif, mais la façon la plus simple de l'expliquer, c'est imaginons le prix de l'immobilier. La maison, l'appartement, le bien que vous pouvez acheter aujourd'hui est au moins 100 fois plus cher que celui que vous pouviez acheter il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans, pour ceux qui sont suffisamment, qui étaient déjà nés à l'époque. Ou vous pouvez discuter de ça avec vos parents, vos grands-parents. Enfin, grands-parents, ce n'est pas le bon exemple, car les grands-parents, pour la plupart, sont nés sous la période de la colonisation et pour la plupart, n'avaient pas la même situation économique que nos parents. Bref, l'idée étant que ce n'est pas le prix des biens la valeur des biens qui a augmenté, c'est la valeur de l'argent qui a diminué. Et pourquoi est-ce que la valeur de l'argent de 1 franc CFA, par exemple, est moins aujourd'hui qu'à l'époque? Cela nous ramène au côté inflation. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps en apprenant énormément sur l'économie, sur la finance, tout cela grâce à Bitcoin. Et je le dirais de façon très simple, tout ce que je sais de l'argent aujourd'hui, je l'ai appris via Bitcoin. Et pourquoi est-ce que c'est important de ne pas juste se limiter au côté technologique, c'est-à-dire comment coder la Bitcoin en utilisant les langages sous-traitants, genre le C, le C++, ou alors encore plus aujourd'hui le langage de l'infrastructure qui est sur du Rust, ou alors Go ou autre chose, mais principalement C++ en fait, c'est le langage de base. C'est parce que la technologie est une chose, mais ce qui importe, c'est ce que l'on fait. En tout cas, si on veut utiliser la technologie pour vraiment faire un changement, créer un produit ou un service. Et on ne peut pas donc se limiter juste au côté technologique. Il faut le compléter avec l'économie, avec l'histoire, peut-être aussi avec la philosophie, la psychologie, parce que cela peut nous aider à avoir une vue d'ensemble de l'individu, de la société, de l'organisation que nous souhaitons servir ou à qui nous souhaitons vendre un produit. Et donc, savoir que cette personne ou cet individu, cette organisation s'en fiche en fait un peu de la technologie en tant que telle, ou ne sera peut-être jamais aussi intéressé Bitcoin que nous le sommes, par Bitcoin que nous le sommes. Mais cette organisation, cet individu, cet utilisateur, ce client, valorisera énormément ce qu'il ou elle peut faire de cette technologie. Et c'est là où il est important d'aller au-delà de juste la partie technologique. Avec l'augmentation du réseau, de sa taille et la participation des individus, le prix du Bitcoin a augmenté, passant de 10 cents à 1 dollar, 100 dollars, 1000 dollars, 100 000 aujourd'hui dollars. Le risque que je vois par contre est que à l'époque, l'idée était que chaque individu devienne sa propre banque et qu'on saute ou bypass l'intermédiaire. Aujourd'hui, les banques qui ont enfin vu le potentiel transformationnel de Bitcoin se sont lancées dans l'aventure elles aussi et donc construisent des réserves de Bitcoin, construisent des réserves de crypto et deviennent aujourd'hui, dans une certaine mesure, grosses
pour être contournée, trop grosse pour perdre. Et il y a, à mon sens, une recentralisation du réseau qui, je pense, a des effets négatifs sur les promesses initialement données par cette monnaie digitale. Ainsi, le fait que des acteurs institutionnels, des États, des gouvernements se sont lancés dans l'aventure, typiquement les États-Unis, mais il y a aussi d'autres États, et qui, en mettant leur puissance de frappe financière, leur puissance géopolitique, encouragent la migration des ressources et des financiers, humains, matériels sur leur territoire, et donc, par conséquent, une plus grande probabilité que ce niveau de 51% de puissance de calcul soit atteint, et donc de pouvoir à terme influencer les directions, les dynamiques du réseau Bitcoin, de sorte que si une organisation, disons par exemple Tether ou Circle ou d'autres stablecoins, émetteurs stablecoins, décident de bloquer des transactions en Bitcoin ou en monnaie stable, stablecoin, donc adossé à du dollar, décident de les bloquer, par exemple au Burkina ou au Mali ou au Niger, parce que tel ou tel individu ou tel État ou telle organisation ne répond pas aux injonctions de l'État américain, par exemple, ou de l'Union européenne, ou qu'il y a tel individu qui est sur une liste noire ou grise de telle organisation internationale, eh bien, ils sont aujourd'hui dans la possibilité de le faire, car ils ont la capacité de calcul, ou même si les 51% ne sont pas atteints, étant donné que nos cryptos sont stockés pour la plupart pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, beaucoup d'entre nous, sur des échanges centralisés, comme Binance, Coinbase ou autres, eh bien, ces organisations répondent aussi à la loi de l'État dans lequel elles sont enregistrées. Et par conséquent, peuvent bloquer ces transactions. Il y a cet adage qui dit pas ta clé, pas ton token, ou pas ton not your key, not your coin. En gros, c'est un appel à avoir le plus d'autonomie et de gestion personnelle de vos actifs. Si vous pouvez le garder sur ce qu'on appelle un portefeuille froid, cold wallet, déconnecté d'Internet, déconnecté de ces plateformes centralisées, faites-le. C'est plus complexe à gérer car vous devez garder à l'esprit les clés privées de votre d'accès et une longue chaîne de caractères qui est un peu votre mot de passe, mais encore plus complexe. Ou alors peut-être les hot wallets, les portefeuilles chauds, qui sont, ils ne sont pas complètement centralisés, ce sont des intermédiaires aussi, mais au moins ce n'est pas comme si vous déléguiez la gestion de vos actifs à une banque, mais cette fois-ci sur le web. Bref, je vais m'arrêter là pour l'instant, car je pense qu'au niveau historique, au niveau technologique et du potentiel Bitcoin, j'ai couvert un peu le tout. Et j'aimerais discuter avec vous, pour les minutes qui restent, des applications pratiques que vous verriez de la Bitcoin dans vos économies. Et je peux en lancer une, par exemple, pour laquelle j'espère vraiment qu'il y aura une traction. C'est les réserves publiques de l'État, allouer un montant, on va dire, au moins 2% de ces réserves financières, de ce budget, à une réserve de Bitcoin. Cela est quelque chose qui était discuté très longtemps au niveau des États-Unis depuis la législation Genius Act. Et je doute qu'ils le feront en pratique car il y a beaucoup de bruit, mais Bitcoin est tellement radical et transformationnel que, à mon avis, cela n'est pas quelque chose qui aura un intérêt tant pour les autorités que pour les acteurs du secteur, car cela ne leur rapporterait pas individuellement autant que s'ils continuaient à pousser plus sur les stablecoins. Au-delà des réserves en Bitcoin, au niveau de l'État, au niveau des organisations privées, je dirais qu'il y a aussi le potentiel d'utiliser cet instrument, cette monnaie digitale ou sa portion, les Satoshi comme on l'appelle, pour économiser sur ce qu'on appelle des coopératives, SACCO au Kenya. C'est-à-dire que vous achetez des parts d'une compagnie ou d'une organisation et vous les payez en cette monnaie digitale.
Et donc, pour aujourd'hui, disons qu'elle aura une valeur 1, dans quelques années, quelques mois, vu comment les choses vont très vite, elle peut avoir une valeur 10 ou 100. Euh, ce n'est pas par contre, il n'y a aucune sécurité que cette valeur ne va pas non plus s'effondrer. Et c'est là le risque. Mais si elle augmente, ce que historiquement elle a fait ces 10-15 dernières années, mais au moins vous aurez non seulement réussi à avoir une valeur supérieure de votre investissement, mais au-delà de ça, vu la tendance de nos monnaies locales à perdre de la valeur avec le temps, pour différentes raisons. Très souvent, ce n'est pas de la mauvaise gestion, c'est juste que nous jouons dans un monde financier, économique, donc là où les dés sont pipés, et là où il y a tellement de moyens pour des puissances plus développées ou plus riches ou plus puissantes simplement de pouvoir influer sur le développement économique de pays plus pauvres et plus faibles, et en jouant sur les cours d'échange, sur la valeur de la monnaie, que l'avantage aussi de monnaie comme Bitcoin est de ne pas être corrélé à la dévaluation de la monnaie locale. Autre chose pour lesquelles j'espère voir un futur, c'est des stablecoins, donc des monnaies stables, qui sont adossées non pas à des monnaies fiduciaires, mais à des biens matériaux ou à des commodités. Typiquement, le Burkina est l'un des 3 pays en Afrique qui fournit à eux 3 à peu près 27% des réserves d'or mondiales. Néanmoins, je doute que le Burkina ou ces 3 pays bénéficient donc en retour de 27% des revenus total de l'or mondial. Je rêve d'un modèle plus fiable, plus équitable, qui ne va pas nous être donné, soyons réalistes, mais qui peut être développé à la base, là où les réserves, par exemple, là où il y aurait typiquement la possibilité de tokeniser ces réserves en or ou en ressources naturelles pour que la redistribution financière ne se fasse plus via des intermédiaires, des organisations internationales ou des individus, car l'homme et la femme peuvent être non fiables, mais par des smart contracts, par des contrats automatisés qui donneront la rétribution mathématique objective de chaque token émis qui sera adossé à telle valeur réelle de telle commodité. Bref, il y a beaucoup à discuter. On pourra en parler à un moment donné, si vous voulez, lors d'une autre discussion, webinaire ou même one-on-one, donc en individu. Je laisse à moi organiser cela. Mais là, je vous ai juste donné un avant-goût de ce qui peut être fait, de ce qui se fait aujourd'hui via Bitcoin. J'étais l'année dernière, pour conclure, à la Africa Bitcoin Conference, la conférence Bitcoin africaine. J'étais un petit peu déçu de voir la très faible représentation, représentativité des pays francophones, en particulier l'Afrique de l'Ouest. J'espère que cela sera corrigé cette année. Je ne serai pas présent en Mauritanie lorsque ça aura lieu, mais je compte sur vous pour continuer ou pour commencer à faire valoir la voix de l'Afrique de l'Ouest dans l'écosystème crypto, en particulier dans l'écosystème Bitcoin, d'éduquer nos autres frères africains sur la réalité de la situation de ces économies et le très fort potentiel qu'il y a de mettre à profit ces technologies décentralisées pour le développement économique. Et pas juste le développement économique de l'individu ou d'une compagnie lambda, mais le développement économique à l'échelle. Et cela peut être fait, mais il faut une vision, il faut une volonté. Et aussi, je pense qu'il faut, pour beaucoup d'entre vous, être plus familiarisé à l'anglais, comme ça vous parlez aux anglophones dans leur langue, mais tout en sachant que vous avez ce pouvoir, ce pouvoir supplémentaire de parler 2 ou 3 autres langues qui vous connectent à d'autres régions de l'Afrique. S'il y avait plus de solidarité, plus d'échange entre les différentes régions du continent, je pense qu'on serait bien plus loin en termes de développement économique. C'est une autre discussion. Et surtout, qui suis-je pour en parler, étant donné que je suis basé la plupart du temps en Europe. Mais comme beaucoup d'Africains qui ont bougé en Europe, j'ai un rêve et une vision. Et je sais qu'aujourd'hui, l'écosystème n'est peut-être pas encore mature pour on va dire, atteindre cette vision un peu naïve que j'ai, la même vision que Sankara d'ailleurs avait mis sur pied avant malheureusement d'être éliminé.
Mais j'ose espérer qu'avec la technologie, avec la vision, avec les jeunes tels que vous, qui sont beaucoup plus, qui ont moins peur de tester, de tenter les choses que les personnes plus âgées, ou même que moi-même, et des choses très intéressantes, très excitantes peuvent aboutir. Bref, merci pour votre temps et je vais arrêter de partager mon écran et ouvrir aux quelques questions que vous auriez. Et déjà, félicitations à vous aussi parce que on a commencé l'aventure et on va vraiment ça à l'heure. On apprend tous les jours. Et merci aussi aux communicateurs. Moi, j'avais quelques questions, et notamment sur le cadre juridique. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un cadre juridique africain harmonisé pour encadrer l'usage des crypto-monnaies? Et sinon, quels seraient, selon vous, les étapes prioritaires pour construire une régulation adaptée à nos réalités? Et deuxièmement aussi, je voudrais savoir comment les États africains peuvent se prémunir contre les arnaques et les plateformes frauduleuses et les manipulations de marché liés aux crypto-monnaies. Donc, est-ce qu'il y a des mécanismes de certification, de vérification ou de contrôle que vous pouvez recommander pour sécuriser les investissements publics? Et peut-être pour finir, j'allais dire, est-ce que vous pensez qu'il est pertinent, par exemple, pour les États africains d'envisager une stratégie qui combine l'or et le Bitcoin comme réserve nationale? Donc, merci pour cette question. Oui, merci. Merci au communicateur pour sa brillante présentation aussi. Merci. Ma question, c'est comment relier le mobile money ou le SMS à la blockchain? Est-ce que c'est possible? Puis ensuite, concernant tout ce qui est hors ligne, par exemple, on a beaucoup de gens qui sont dans les régions un peu reculées qui n'ont pas accès à Internet. Est-ce qu'il existe des solutions pour pouvoir authentifier ces utilisateurs-là et qui les permettent d'avoir des transactions sécurisées? Parfait. D'autres exemples ou d'autres questions encore ou je réponds? Peut-être un dernier, Monsieur Barou, allez-y. Barou Drissa. Bonjour. Oui, bonjour. Félicitations pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Voilà. Moi, ma question, c'est concernant l'implémentation de Bitcoin, l'implémentation de blockchain. Voilà. Par exemple, moi, je voulais savoir comment on implémente. Ça veut dire que comme il dit que non, c'est un système de consensus. Voilà. Et puis, voilà, je ne sais pas comment ça se passe l'implémentation du blockchain. Ça, c'est un. Maintenant, il s'avère aussi que lorsque on émet, on mine, il est difficile de modifier. Mais imagine qu'il y a une information qu'on a minée et qu'on s'en rend compte qu'on a fait une erreur dans l'information. Comment on parvient à modifier ça du moment où la propriété de blockchain, c'est inubiabilité? Voilà, merci beaucoup. Ok, donc je pense qu'on peut aller d'abord pour cette première vague et puis on pourra peut-être juste quelques minutes et puis il y a d'autres personnes qui ont levé la main, on pourra revenir avec eux. Donc Désiré, tu as la parole. D'accord. Je vais y répondre, mais peut-être pas en ordre, car je ne me rappelle pas toutes les questions. Mais pour celles dont j'ai mis des commentaires, il y avait une question relative au côté loi ou législation. Il n'y a pas une législation continentale sur les crypto-monnaies. Et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose a priori pour l'instant, car nos économies sont très différentes, ouais, elles ne sont pas comparables, contrairement en Europe par exemple. Et donc, commençons déjà par mettre en application le AFCTA, l'Africa Free Trade Agreement, et après on pourra parler de moins d'échanges continentaux et après de législation. Néanmoins, il y a quelque chose qui s'appelle VASP, c'est Virtual Asset Service Provider, donc c'est un fournisseur de services des assets virtuels, et en gros une législation qui s'applique à ces services-là.
qui a été mise en place très récemment au Kenya, après un peu plus d'un an de discussion. Le Rwanda également, et on passe de mettre sur la loi la régularisation de ces différents acteurs et d'autres pays. Il y a différentes approches. Il y a des approches plus encourageantes de l'innovation et du côté business, profitabilité, mais en mettant les acteurs du secteur face à la responsabilité. Et il y a les approches plus punitives qui limitent, punissent pour des raisons sécuritaires que je comprends, car il y a eu beaucoup de magouilles, si je peux utiliser ce terme, et d'escroqueries, et donc des pays peut-être plus prudents en la matière. Le risque étant donné évidemment de limiter l'innovation et la naissance d'acteurs crypto dans ces pays-là. C'est le même cas tant aux États-Unis qu'en Europe ou en Asie, là où les acteurs du domaine de la crypto-monnaie auront tendance à aller dans les pays avec des législations plus accueillantes, plus avenantes, ou au moins dans des endroits où ils ne prennent pas le risque d'être quasiment des fois mis en prison sans avoir réellement commis d'actes criminels. Mais parce que l'idée qui s'adosse à la blockchain et à la crypto-monnaie dans certains pays est plus une image négative que l'illustration réelle de leur activité. Donc, je vous invite à chercher en ligne la liste des pays qui ont un cadre légal en la matière. Néanmoins, j'ai téléchargé il y a quelques minutes, je peux le montrer rapidement, je crois, une image, c'est un rapport en fait de Yellowcard, qui est un des acteurs anti-africains pour la petite histoire. C'est une compagnie américaine qui s'est implantée en Afrique il y a longtemps en fait. Ils ont été vraiment très précurseurs et qui ont permis en gros qui leur a donné une place assez importante sur le marché des crypto-monnaies en Afrique, en particulier les stablecoins, les monnaies stables, comme on les appelle. Et ils ont fait une étude de marché ou une recherche là où ils présentent le cadre législatif des pays du continent. Je vais montrer rapidement cela. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur cette question car c'est plus pour vous donner une image et après on passe à autre chose. Attendez, je vois où est-ce que j'ai mis cette... voilà. Comme ça, vous verrez un peu, de façon visuelle, comme on dit, une image parle plus que 1000 mots. Voici un peu le stade dans lequel l'Afrique se trouve. Ça, c'est un rapport de l'année dernière, je pense, de cette année, donc assez récent, quoi qu'il en soit. Et ça montre les pays là où il y a une législation connue, parce que tous ceux qui ont des législations ne le disent peut-être pas de façon assez claire. Et donc, envers ceux qui ont une législation déjà établie, en orange, en cours de développement, en bleu, ce n'est pas développé ou pas encore abordé, et en rouge, on va dire, clairement interdit. Vous voyez que la plus grande partie des pays africains sont soit non catégorisés, donc en bleu clair, ou alors avec une législation clairement établie. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elle est bienveillante, mais au moins, mieux vaut évoluer dans un écosystème où la loi est claire et vous savez à quoi vous en tenir que le contraire. Beaucoup sont en développement, parce qu'il y a la plupart des pays d'Afrique de l'Est, et nord de l'Ouest, désolé, et une partie d'Afrique de l'Est aussi. Je vous invite à votre niveau à encourager vos autorités, vos partenaires, vos institutionnels de pouvoir accélérer le processus car il y a de grands changements en profondeur qui sont en cours en ce moment sur le continent. Et si je devais partager une crainte personnelle, ce serait que nous aboutissions à avoir nos économies africaines, tant celles qui sont adossées à l'euro que celles adossées au dollar, qui seraient en dépendance encore plus accrue aux stablecoins adossés au dollar. Ce n'est pas un problème à proprement parler, car ça permet des échanges, des transactions que malheureusement nos monnaies locales ne permettent pas. Mais le risque à terme est que cette monnaie, qui n'est pas la nôtre, soit utilisée de façon géopolitique à mauvais escient, comme un argument de négociation ou plus spécifiquement un argument de réprimande. Et c'est ce que je sais, c'est la dernière chose que je souhaiterais à nos économies.
Donc, ça, c'est la question par rapport à la régularisation. Je vois quelqu'un aussi a fait un commentaire par rapport à Machankura. Merci pour cela. C'est en relation à une question par rapport aux services de crypto ou aux produits qui permettent des transactions sur des téléphones non connectés à Internet ou des téléphones simples tels que les téléphones à touche. J'ai découvert via ces événements Bitcoin l'innovation que le continent a pu démontrer de par les défis bien spécifiques à l'Afrique que nous avons. Les endroits avec peu d'accès à Internet ou pas d'accès du tout, les gens qui n'ont pas de téléphone mobile intelligent ou des téléphones de base, cela ne devrait pas être limite pour utiliser Bitcoin ou les Satoshi. Et donc, des compagnies telles que Machankura d'Afrique du Sud ou Bitsaco ou Tando ou autres ont innové non pas sur des appareils qui typiquement sont utilisés par les personnes avec des revenus un peu plus élevés ou des clients fortunés de pays plus riches, mais sur les appareils auxquels la plus grande partie de la population a accès. Et on les a donc permis d'implémenter les systèmes mobile money mais cette fois-ci pour permettre les transactions de crypto à crypto. Il y a une autre compagnie que j'ai oublié aussi de mentionner qui s'appelle Grassroots Economics du Kenya, qui travaille avec des communautés locales. J'aime beaucoup ce qu'ils font car c'est assez impressionnant comment ils ont réussi à connecter les pratiques ancestrales, traditionnelles, ainsi que les technologies Bitcoin ou dans les technologies blockchain. Ce n'est pas Bitcoin qu'ils font, cela par contre, c'est du silo. Et je ne suis pas en train de faire la promotion d'une crypto plus qu'une autre. Pour moi, elles se valent toutes. C'est-à-dire que je vais le dire de façon assez péjorative ou personnelle, je m'en fiche en fait de quelle crypto j'utilise tant qu'elle me permet de garder la valeur de mes transactions et de pouvoir avoir accès à un service ou un produit. La plupart, 99% d'entre elles, sont adossées à des dollars. Donc au final, au niveau valeur, c'est la même chose. S'il y avait des alternatives, des cryptos qui seraient adossés à soit une monnaie locale que mon gouvernement, que ma communauté contrôle réellement, pas juste contrôle en apparence, mais contrôle réellement, en l'occurrence le CFA ne rentre pas en cette catégorie, ou alors encore mieux, une monnaie digitale qui sera adossée à un atout, à un bien matériel que ma communauté contrôle, eh bien, ça serait idéal. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais j'espère que des innovateurs parmi vous permettront de donner naissance à cela. Autre question vis-à-vis de... c'était quoi? Oui, par rapport au niveau technologique, comment ces transactions d'ailleurs peuvent-elles arriver à être faites des fois hors ligne? En pratique, elles ne sont pas vraiment faites hors ligne, car il faut quand même un réseau de télécommunications. Enfin, quand on utilise le réseau de télécommunications pour mobile money, on n'a pas besoin d'Internet. Donc, c'est via les messages d'échange, les messages texte, et ça fonctionne très bien comme ça. Mais à un moment donné, pour celles qui, par exemple, sont complètement déconnectées à Internet, il y a la possibilité d'envoyer des transactions hors ligne, mais qui se rassembleront un peu comme un condensé, compacté. C'est un peu le rôle en fait des layer 2, donc des layers, les couches secondaires de la blockchain. C'est de permettre d'améliorer l'efficacité, la latence des transactions dans un réseau au lieu d'envoyer chaque transaction une à une sur le réseau, c'est de les envoyer par paquet. Et donc, du coup, de les processer, de les traiter en groupe plutôt qu'individuellement. Cela réduit le temps de latence, cela augmente la puissance, enfin l'efficacité du réseau et permet donc aussi de réduire à terme le coût de ces transactions. C'est la même chose au niveau de la connexion Internet. Lorsqu'il y aura une connexion sur un réseau, eh bien, ces transactions qui sont mises un peu en attente ou en stand-by, dans une sorte de chambre de compensation, si on peut dire, seront donc traitées à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait une autre question? Parce que je vais malheureusement devoir arrêter bientôt. Donc, s'il y a une dernière vague de questions, je peux les traiter, mais autrement, je vous invite à continuer cette discussion en parallèle lors d'une autre occasion. Ok, peut-être une dernière vague de questions. On va demander à Nabi, Nelo, vous avez la parole. Ok, bonjour à tous. Merci pour la présentation. Deux questions, je crois.
Pour la crypto, bon, concernant le Bitcoin, qu'est-ce que vous nous proposez pour nous qui sommes déjà dans le domaine de la crypto? Quels sont les conseils? Qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que généralement, ce que nous faisons, c'est le côté argent que tout le monde regarde et comment il va faire pour investir, avoir de l'argent. Mais est-ce que derrière ça, il y a d'autres choses dans la technologie, à part l'argent, ou est-ce qu'il y a des projets qu'on peut mettre en place à travers les cryptos? Voilà, en dehors de en dehors de Oui, pratiquement, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut profiter de la technologie? Oui. Bien, donc au niveau de, pour commencer par ce que vous faites déjà, et c'est plus simple de commencer par ceux là où vous êtes actif et avez une expérience, essayez peut-être d'évoluer au-delà de l'aspect transactionnel journalier ou de façon directe à peut-être explorer les modèles de sources de valeur, de réserve de valeur, c'est-à-dire des produits d'épargne, des produits d'emprunt ou de prêt qui seraient adossés à une valeur prouvée telle que la Bitcoin. En l'occurrence, il y a des exemples que j'ai découverts au Kenya, là où, qui est assez très innovant d'ailleurs en matière de crypto, paradoxalement, alors qu'ils n'ont pas de loi qui était très clairement faite. Il y a des services qui permettent qu'à chaque fois que vous faites une transaction en mobile money, un petit pourcentage de cette transaction, des frais sont prélevés et qui seront après sauvegardés ou épargnés sur votre wallet, sur votre compte, à l'équivalent en crypto. Imaginons en SaaS. C'est une façon automatique et simple de permettre aux gens d'économiser sans même se rendre compte qu'ils économisent. Cela peut être, ou alors ça peut être fait de façon plus claire, là où les gens qui en ont la possibilité peuvent épargner un montant de leurs revenus ou de leurs transactions chaque mois ou à chaque transaction. Le but étant de pouvoir individuellement aider les gens à pouvoir se créer un coussin d'épargne qu'aujourd'hui nos monnaies fiduciaires ou nos systèmes financiers ne permettent pas. Et cela, nous pouvons le faire sans avoir besoin de demander l'autorisation de quiconque. Et c'est d'ailleurs aussi l'un des avantages. Néanmoins, je tiens à préciser, je ne suis plus aujourd'hui contre ce qui s'appelle KYC ou AML, c'est-à-dire des pratiques bancaires qui sont connaître ton utilisateur et les pratiques contre le blanchissage d'argent, car elles permettent d'apporter une crédibilité et une confiance en cette plateforme FinTech. Néanmoins, je suis quand même très prudent de l'utilisation abusive de ces pratiques. En dessous d'un certain montant, je recommande il n'y a aucune raison que ces plateformes vous fassent ce genre de contrôle, car cela empiète sur votre vie privée. Dans certains cas d'usage, imaginons les côtés charité, les activités non profitables ou non profit, il n'y a pas de raison, je pense, de faire ce genre de polissage. Désolé du terme. Bref, donc le côté épargne, source de réserve, idéalement Bitcoin, c'est les premières applications. Maintenant, utilisons la technologie blockchain en général, l'exploration de la technologie pour tout ce qui est tokenisation. C'est un domaine qui est en pleine croissance aujourd'hui, car des acteurs internationaux de renommée, tels que le CEO de BlackRock ou de JP Morgan Chase, parlent de façon ouverte aujourd'hui d'utiliser la tokenisation. Cela, à mon avis, sont des validations auprès de vos autorités, des institutionnels, pour explorer cela de façon concrète et effective. On peut tokeniser le façonnement de famille, on peut tokeniser l'or, on peut tokeniser des services, des produits. Le but étant de pouvoir abaisser la barrière d'entrée auprès des investisseurs individuels, c'est-à-dire les personnes, vous et moi, qui ne sont pas des acteurs institutionnels et qui voudront peut-être mettre un petit montant de notre revenu mensuel sur tel ou tel produit ou service. Et ça permet aussi de pouvoir augmenter le contrôle local, au niveau local, national, de ressources qui de toute façon viennent de votre pays. Il n'y a aucune raison, à mon sens aujourd'hui, que vous deviez demander la permission à des acteurs internationaux pour pouvoir commercer ou trader vos propres ressources. C'est comme ça que le système est fait, j'en conviens. Les blockchains peut être l'un des moyens de pouvoir
distribuer de façon plus équitable ce contrôle. Et dernière chose, au niveau de la blockchain, j'encourage aussi de façon très forte à explorer le potentiel de cryptographie et de sécurité informatique qui est adossé à la blockchain, car ce système a prouvé sa résistance et utiliser les composants de signature digitale et de cryptographie de la blockchain pour d'autres applications en dehors de la blockchain est pertinent, dans le spatial par exemple. Sécuriser les communications satellitaires en utilisant les mêmes techniques de cryptographie que sur la blockchain. Typiquement, il y a quelque chose qui s'appelle ZK-Proof, c'est-à-dire permettre des échanges de données sans divulguer les détails de ces données, peut être très utile dans le domaine de la santé, le domaine de la défense. Il y a aussi d'autres méthodes telles que des algorithmes de cryptage, ce qui s'appelle Full Homomorphic Encryption ou alors Multi-Party Cryptography. Tout cela sont des technologies à ces frontières, innovantes, complexes, mais qui, je pense, aujourd'hui ne sont l'apanage d'aucun État, d'aucun pays, et sont une opportunité pour de la recherche approfondie et du développement en pratique de ces différentes méthodologies. Les opportunités sont vraiment très larges. Évidemment, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, je vous encourage réellement à voir comment est-ce que la blockchain peut impacter votre économie, plutôt que l'inverse. Le but n'est pas de produire quelque chose sur la blockchain et après de chercher un problème auquel cette solution peut répondre. C'est l'inverse. C'est regarder quels sont les problèmes pratiques de la vie réelle des gens et dans quelle mesure est-ce que la technologie, la blockchain, peut être une solution. Voilà, je pense que c'est assez clair de mon côté. Même s'il n'y a pas d'autres, même s'il y a d'autres questions, malheureusement, je dois me déconnecter, mais on peut continuer cette discussion à une autre occasion. Il n'y a pas de problème. Donc, on va vous libérer. Peut-être avant de partir, vous pouvez laisser votre LinkedIn, votre lien LinkedIn pour ceux qui veulent se connecter à vous. Alors, ce que je propose, c'est peut-être on peut discuter, continuer la discussion ensemble sur la question de Bitcoin et puis inviter ceux qui veulent, ceux qui ont un mot à dire. Je vois, par exemple, celui qui a partagé sur Machankura, Taras Pio, peut-être qu'il veut dire quelque chose, j'ai l'impression qu'il peut le faire. On peut donner la parole à chacun et puis voilà, vous pourrez en fait vous exprimer, il n'y a pas de problème. Peut-être ajouter un élément, il y a vraiment plein de choses qu'on peut dire au niveau de Bitcoin. Merci encore, Désiré, pour le temps. Il a vraiment Merci pour l'invitation, c'est très apprécié. J'espère rester en contact avec la communauté et faire de grandes choses avec vous. Comme je l'ai dit, la technologie n'est peut-être pas aussi mature que nous le souhaiterions dans cette partie de l'Afrique. Il y a des défis auxquels vous faites face et l'état d'esprit surtout, qui est déjà mis en place par les pays du Sahel et ce qu'il faut pour apporter le changement. En Centrafrique, à Bangui, le pays d'origine, nous avons tenté cette aventure. Je pense que nos maturités n'étaient pas encore prêtes à ce moment-là et la crédibilité peut-être était questionnée, mais aujourd'hui, je pense que le momentum est différent. Et ce qui est possible au Burkina Faso et dans les pays aux alentours peut être un exemple pour le reste de l'Afrique, je l'espère. Merci encore et à très bientôt.